L'année 1836. La ville de Charleville se fige. Une dépêche en provenance du ministère de la Guerre, à Paris, vient de tomber. La manufacture royale d'armes de Charleville, l'une des institutions les plus puissantes de l'histoire militaire française, doit fermer définitivement ses portes. Les feux des forges s'éteignent, les machines sont démontées, mises en caisse, pour être envoyées vers de nouveaux horizons industriels à Châtellerault et Tulle. Du jour au lendemain, des centaines d'ouvriers spécialisés, d'artisans, d'ajusteurs et de platineurs, des familles entières qui forgeaient l'acier de l'État depuis des générations, se retrouvent sans travail. Ils perdent non seulement leur avenir, mais aussi la manufacture qui définissait leur identité régionale. 20 ans plus tôt, ce même nom représentait exactement l'inverse. Charleville n'était pas seulement une usine, c'était le cœur battant de la puissance impériale. C'était l'arsenal d'État qui avait produit le légendaire fusil modèle 1777. C'était la manufacture qui avait équipé la grande armée de Napoléon sur tous les champs de bataille d'Europe et dont les canons avaient même traversé l'Atlantique pour sceller l'indépendance des États-Unis. Ces fusils réglementaires n'avaient pas échoué sur le terrain. Ces artisans n'avaient absolument pas perdu leur savoir-faire centenaire. Mais la véritable histoire de la manufacture de Charleville n'est pas celle d'un déclin technique ou d'une faillite commerciale. C'est l'histoire d'une restructuration étatique implacable. C'est le récit de la souveraineté industrielle française se heurtant à la réalité meurtrière de sa propre géographie. Cette rétrospective historique explore comment un arsenal national, devenu subitement trop proche des frontières et jugé trop vulnérable aux invasions terrestres, a été méthodiquement rayé de la carte par le système même qu'il avait fidèlement armé pendant plus d'un siècle et demi. Chaque semaine, nous racontons l'histoire des manufactures d'armes, des arsenaux et des décisions industrielles qui ont façonné l'armée française et ce qui s'est passé lorsque l'époque a changé. Abonnez-vous si cette histoire vous parle. L'histoire de Charleville ne commence pas par sa destruction, mais par une ambition d'État précise dans les vallées des Ardennes en 1667. En 1667, le royaume de France faisait face à un paradoxe stratégique majeur. Sous le règne de Louis XIV, l'armée royale était devenue l'une des forces terrestres les plus imposantes d'Europe, capable de mobiliser des centaines de milliers d'hommes pour asseoir l'hégémonie de la couronne. Mais cette puissance militaire colossale reposait sur une faiblesse industrielle béante. La France ne fabriquait pas suffisamment d'armes pour s'équiper elle-même. Pour armer ses régiments de ligne, ses dragons et ses milices, le ministère de la Guerre dépendait massivement des importations. Les mousquets, les pistolets et les lames provenaient des ateliers de Liège, des forges du Saint-Empire germanique ou des marchands de la République des Provinces-Unies. Chaque nouveau conflit menaçait de couper les lignes d'approvisionnement. Chaque alliance diplomatique brisée risquait de laisser les fantassins français sans moyen de combattre. C'était une absence institutionnelle insoutenable. L'État possédait l'or, les forteresses et la doctrine, mais il lui manquait l'essentiel, la souveraineté manufacturière. Une nation qui ne forge pas son propre acier ne peut pas garantir sa propre défense sur le long terme. C'est ce constat implacable qui poussa Jean-Baptiste Colbert, le tout-puissant ministre du roi, à exiger une restructuration totale de la production militaire nationale. L'objectif n'était pas simplement d'acheter plus de fusils à des entrepreneurs privés, mais de créer une infrastructure étatique pérenne, capable de concevoir, de tester et de produire des armements sur le sol français, sous le regard direct des inspecteurs royaux. La géographie dicta immédiatement le choix du lieu. À la lisière nord-est du royaume, la région des Ardennes offrait une combinaison parfaite de ressources naturelles essentielles à la métallurgie du XVIe siècle. Il y avait des forêts denses pour fournir le charbon de bois indispensable aux fourneaux. Il y avait des gisements de minerais de fer pour forger les pièces maîtresses. Il y avait la force motrice inépuisable des cours d'eau pour actionner les martinets. Et surtout la Meuse, une artère fluviale idéale pour expédier les lourdes caisses d'armes vers les arsenaux de l'intérieur et les dépôts de Paris. Mais par-dessus tout, la région abritait déjà une constellation d'artisans dispersés. Des forgerons, des platineurs, des canonniers et des monteurs travaillaient de manière indépendante dans des dizaines de petits ateliers situés à Nouzon, Mohone et dans les vallées environnantes. En 1667, la décision officielle tomba. L'État français décida de rassembler ses travailleurs éparpillés sous une seule autorité de production.
Ce fut la naissance de ce qui allait devenir la Manufacture royale d'armes de Charleville. L'initiative fut initialement confiée à des entrepreneurs soutenus par la couronne, chargés de diriger et d'organiser cette transition industrielle brutale. Ce privilège royal octroyait le monopole de la fabrication pour le compte du roi, transformant des vallées entières en une gigantesque machine de guerre au service exclusif du ministère. Le défi n'était pas seulement logistique ou technique, il était profondément culturel et humain. Avant la création de Charleville, un armurier de village fabriquait une arme à feu, un objet qui utilise l'énergie d'une cartouche, ou à l'époque de la poudre noire, pour projeter un projectile par un canon, de manière presque intégrale. Chaque composant était unique. Chaque mécanisme était limé et ajusté à l'œil pour s'adapter à une seule arme. L'arrivée de la manufacture imposa une logique radicalement différente. Les artisans durent abandonner leurs pratiques isolées pour s'intégrer dans un système de production fragmenté et strictement contrôlé. Désormais, un ouvrier spécialisé forgeait uniquement le canon, le tube métallique par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme. Un autre façonnait la crosse, la pièce en bois tenue contre l'épaule ou la main pour stabiliser l'arme lors du tir. Un troisième assemblait exclusivement la platine, le mécanisme complexe de mise à feu. Ce fut un choc frontal pour la main-d'œuvre locale. Les archives disponibles suggèrent que les premières décennies de la manufacture furent marquées par de fortes frictions entre les directeurs, obsédés par le respect des cadences et des budgets, et les ouvriers profondément attachés à leur liberté traditionnelle. Mais l'État imposa sa volonté par le biais de l'inspection. C'est à Charleville que la culture de l'inspection militaire française, froide et mathématique, prit véritablement racine. Chaque composant devait être vérifié, jaugé, éprouvé et marqué avant d'être accepté et payé. Le marquage de manufacture, frappé dans le métal, n'était pas une simple décoration. C'était une preuve d'inspection juridique, une signature de l'État garantissant que l'arme répondait aux exigences strictes d'un programme d'armement officiel. Une arme rejetée par les contrôleurs royaux signifiait un travail non rémunéré pour l'artisan. Au début du XVIIIe siècle, l'ambition de Charleville franchit un nouveau cap institutionnel décisif. En 1717, l'armée française adopta son premier véritable modèle de fusil d'infanterie standardisé pour l'ensemble de ses troupes terrestres. Ce fut une étape cruciale dans l'histoire de la dotation. L'attribution officielle d'une arme à une unité ou une administration. Avant le modèle 1717, un même régiment pouvait posséder des dizaines de variantes de calibre, de longueur et de mécanismes différents. L'utilisation exclusive de la poudre noire, un ancien type de poudre utilisé avant les poudres modernes, qui générait énormément de résidus corrosifs, encrassait rapidement les armes, exigeant un entretien lourd. Si chaque fusil était différent, la maintenance logistique devenait impossible. En imposant un modèle unique, le ministère de la Guerre ne demandait plus seulement à Charleville de fabriquer des objets, il lui demandait de fabriquer de la logistique de masse. La production s'accéléra considérablement. Les commandes ministérielles affluèrent par dizaines de milliers. Charleville devint le centre de gravité incontesté de l'armement français. Les fusils réglementaires qui sortirent de ces ateliers, marqués du poinçon royal, équipèrent les armées de Louis XV lors de la guerre de succession d'Autriche, puis dans les tranchées et les plaines de la désastreuse guerre de 7 ans. C'est précisément sur ces champs de bataille, face à la rigueur de feu des troupes britanniques et prussiennes, que les officiers français et les commissions d'artillerie comprirent les limites structurelles de leurs propres armes. Le fusil de Charleville était robuste et ses artisans comptaient parmi les meilleurs d'Europe. Mais le système global de fabrication conservait des défauts systémiques majeurs. Malgré les efforts draconiens d'inspection, les pièces n'étaient toujours pas véritablement interchangeables. Un soldat dont le mécanisme se brisait au combat ne pouvait pas simplement prendre une pièce de rechange dans un dépôt pour la remonter lui-même. Il fallait toujours qu'un maître armurier ajuste patiemment le métal à la lime. La standardisation de 1717 avait unifié les dimensions extérieures de l'arme, mais pas la géométrie interne de ses pièces. Au milieu du XVIIIe siècle, la manufacture de Charleville était devenue un colosse industriel. Les sources historiques estiment qu'elle faisait vivre plusieurs milliers de travailleurs, directs et indirects, dans les vallées ardennaises. Elle avait accompli sa mission fondatrice, affranchir la souveraineté française de sa dépendance étrangère.
Le nom de Charleville existait désormais physiquement, gravé sur l'acier, présent dans chaque arsenal, chaque caserne, chaque dépôt colonial et entre les mains de chaque fantassin du royaume. L'infrastructure de briques, d'eau et de fer était en place. L'État contrôlait les forges. Les contrôleurs militaires dictaient la cadence. Mais l'arme parfaite, celle qui allait bouleverser la doctrine militaire européenne, armer de nouvelles républiques et inscrire définitivement le nom de cette ville dans l'histoire mondiale, n'était pas encore née. Pour que la manufacture de Charleville accomplisse sa véritable percée technologique, il lui fallait d'abord survivre à une défaite cuisante, intégrer la vision mathématique d'un officier d'artillerie et réinventer la manière même dont l'État concevait une arme à feu. La véritable rupture pour la manufacture royale de Charleville ne vint pas d'un artisan local, mais des bureaux du ministère de la Guerre et plus précisément de l'esprit mathématique d'un officier d'artillerie, Jean-Baptiste de Gribeauval. Au lendemain de la guerre de 7 ans, l'armée française, humiliée sur plusieurs fronts, comprit que le courage de son infanterie ne suffisait plus face à la discipline et à l'organisation de ses rivaux européens. Il fallait une réforme globale, structurelle et sans compromis. Gribeauval imposa une vision radicale. L'arme de guerre ne devait plus être une œuvre d'art individuelle, mais un assemblage de pièces géométriquement identiques, produites en série et rigoureusement contrôlées par des instruments de mesure impartiaux. C'est dans ce contexte institutionnel rigide que naquit le chef-d'œuvre de l'arsenal ardennais, le légendaire fusil modèle 1777. En tant que fusil, une arme longue conçue pour être tenue à l'épaule, le modèle 1777 n'était pas une révolution mécanique absolue par rapport à ses prédécesseurs directs, mais il représentait un triomphe sans précédent de la standardisation. Le fait de réduire la diversité des modèles pour faciliter production, formation et approvisionnement. Physiquement, l'arme se distinguait par une ergonomie repensée pour la ligne de bataille. La crosse, la partie tenue contre l'épaule ou la main pour stabiliser l'arme, comportait désormais une joue découpée du côté gauche. Cette modification permettait au soldat d'aligner son œil avec une précision inédite et une fatigue moindre lors des longues séances d'entraînement. Le canon, le tube par lequel le projectile se déplace avant de sortir de l'arme, mesurait exactement 1 mètre et 14 centimètres, minutieusement alésé. Le calibre, une mesure associée au diamètre du projectile ou au type de cartouche selon le système de désignation, fut fixé de manière stricte à 17,5 mm. Il ne s'agissait plus d'une vague suggestion laissée à l'appréciation du forgeron. Ce diamètre devait répondre aux tolérances drastiques imposées par les inspecteurs royaux à l'aide de calibres cylindriques en acier massif. Si la bille de vérification ne descendait pas correctement, ou si elle flottait avec trop de jeu, le canon était impitoyablement rejeté et brisé. L'exigence technique devint si écrasante que le taux de rebut explosa dans les ateliers de Charleville. Un paradoxe cruel s'installa rapidement. Alors que le ministère de la Guerre exigeait des dizaines de milliers d'armes pour rééquiper ses régiments, les contrôleurs d'État en refusaient parfois jusqu'à un tiers au moment de l'inspection finale. Le problème n'était pas l'incompétence des ouvriers ardennais. Le problème était le fossé technologique béant entre l'outillage manuel du XVIIIe siècle et les exigences de précision mathématique d'un empire en devenir. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement institutionnel, il faut se plonger dans la réalité des ateliers. Jusqu'alors, la fabrication d'une arme reposait sur l'ajustage empirique. Avec l'arrivée du système Gribeauval, les contrôleurs d'armes faisaient irruption dans les forges de Charleville avec leurs instruments de tolérance officiels. Les ouvriers de la vallée de la Meuse, habitués à travailler selon des méthodes transmises oralement de père en fils, durent réapprendre leur propre métier. Des tensions constantes et des rapports ministériels alarmants marquèrent ces premières années. Le ministère dut même réévaluer les tarifs d'achat pour compenser la lenteur induite par ces nouveaux standards géométriques, prouvant que l'État était prêt à payer le prix fort pour garantir sa doctrine. L'élément le plus critique et le plus surveillé du modèle 1777 était sa platine, le mécanisme complexe abritant le chien, une pièce mobile qui frappe ou déclenche la percussion sur certaines armes. La platine du 1777 était dotée d'un bassinet en laiton, un alliage qui résistait bien mieux à la corrosion agressive de la poudre noire que le fer utilisé sur les modèles précédents. Lorsque le fantassin pressait la détente, la pièce que le tireur presse pour déclencher le mécanisme de tir,
Le silex emprisonné dans les mâchoires du chien frappait la batterie en acier, créant l'étincelle vitale. Pour garantir que cette étincelle jaillisse à chaque fois, l'ingénieur Honoré Blanc tenta d'imposer, directement depuis les arsenaux de l'État, l'interchangeabilité absolue des pièces de la platine. L'objectif institutionnel était clair et implacable. Un soldat du régiment d'Auvergne ou de la Marine royale, dont le chien se brisait au milieu d'un affrontement, devait pouvoir récupérer la pièce d'un fusil détruit sur le champ de bataille et la remonter instantanément, sans avoir besoin de la lime d'un maître armurier. La manufacture de Charleville devint le laboratoire principal et le vaisseau amiral de ce vaste programme d'armement, un processus institutionnel visant à définir, tester, produire ou acheter une arme. Des commissions d'officiers d'artillerie s'y succédèrent pour surveiller l'application des tables de construction. Les archives militaires montrent que les régiments de la ligne, la garde du roi, l'infanterie coloniale et les dépôts de la marine exigèrent tous d'être dotés en priorité du nouveau modèle. L'utilisation de la cartouche, l'ensemble formé par l'enveloppe en papier, la poudre et le projectile, était facilitée par une baguette de chargement renforcée, pensée pour les feux de salve intenses où l'arme s'encrassait rapidement. Les retombées de cette rigueur furent nationales. La manufacture d'armes de Saint-Étienne, la grande usine du centre de la France, dut s'aligner sur les normes dictées et testées à Charleville. L'arsenal ardennais n'était plus seulement une usine parmi d'autres. Il était devenu la référence métrologique de la France. Le marquage Charleville, gravé en lettres élégantes sur le corps de la platine, certifiait que l'arme avait passé l'épreuve de la poudre, que ses dimensions respectèrent les tables officielles et qu'elle pouvait équiper un soldat de la vallée du Rhin jusqu'aux plaines d'Amérique. La dotation réglementaire n'était plus une mosaïque confuse de calibres locaux, mais un mur uniforme d'acier. L'arme avait trouvé sa place parfaite dans la doctrine de l'État. Mais le système militaire et industriel qui venait de la concevoir ignorait encore qu'il allait être poussé au-delà de toutes ses limites et que la manufacture de Charleville allait devoir affronter une pression de guerre telle que les lois mêmes de la standardisation allaient le menacer de s'effondrer. L'apogée de Charleville ne commença pas sur les champs de bataille de l'Europe, mais dans le secret des cabinets ministériels et sur les quais discrets du port de Rochefort. À la fin des années 1766, le ministère de la Guerre et le secrétariat à la Marine prirent une décision stratégique qui allait modifier l'équilibre géopolitique mondial. Pour affaiblir l'Empire britannique, la monarchie française de Louis XVI décida d'armer massivement les insurgés américains de George Washington. Le fusil modèle 1777, à peine sorti des forges ardennaises avec ses spécifications modernes, devint l'instrument physique de cette diplomatie de l'ombre. Lorsque le marquis de Lafayette, puis le corps expéditionnaire de Rochambeau, s'embarquèrent pour l'Amérique, des dizaines de milliers de fusils portant le poinçon de Charleville traversèrent l'Atlantique. Pour les soldats de l'armée continentale américaine, qui combattaient jusqu'alors avec une mosaïque désastreuse de mousquets civils, d'armes de chasse et de prises de guerre anglaises, l'arrivée des caisses françaises fut un choc institutionnel et tactique. L'arme ardennaise offrait instantanément ce qui leur manquait le plus: la fiabilité d'un mécanisme à silex rigoureusement éprouvé, l'uniformité d'un calibre standardisé pour fluidifier l'approvisionnement en munitions, et la longe d'une baïonnette, une lame effilée fixée au bout du canon pour le combat au corps à corps, qui transformait une simple milice en une véritable ligne d'infanterie. Les archives historiques soulignent que lors du siège décisif de Yorktown en 1781, le modèle 1777 de Charleville était omniprésent dans les rangs franco-américains. L'ironie politique était totale. L'arsenal suprême d'un roi absolutiste venait de fournir l'outil indispensable à la naissance d'une république moderne. L'impact industriel fut tel que, des décennies plus tard, lorsque les États-Unis durent organiser leur propre production à la jeune Springfield Armory, ils copièrent presque trait pour trait l'architecture et les codes du fusil français. La signature de Charleville était devenue le standard d'un continent entier. Mais la véritable épreuve de force pour la manufacture de Charleville frappa moins d'une décennie plus tard sur son propre sol, et d'une manière que les ingénieurs militaires royaux n'auraient jamais pu anticiper. En 1789, la Révolution française renversa l'ordre politique. La manufacture royale, symbole intouchable du pouvoir monarchique,
devint soudainement une manufacture nationale. Et lorsque la jeune République française déclara la guerre au reste de l'Europe coalisée, le système de production ardennais fut soumis à une pression d'urgence vertigineuse. En 1793, face à l'invasion imminente, le comité de salut public décréta la levée en masse. Du jour au lendemain, il ne s'agissait plus d'équiper des régiments professionnels de ligne comptant quelques dizaines de milliers d'hommes bien formés. Il fallait fournir des armes à des centaines de milliers de citoyens mobilisés dans l'urgence. La pression de guerre menaçait de faire imploser tout le système d'inspection. Les registres de l'armement indiquent que le ministère exigeait de ses arsenaux des cadences littéralement impossibles. Charleville, épaulé par les manufactures de Maubeuge et de Saint-Étienne, dut démultiplier sa production. Les ouvriers, les platineurs et les canonniers furent réquisitionnés d'office. Quitter son poste à la forge était considéré comme une désertion, voire une trahison envers la nation. Les ressources forestières des Ardennes furent exploitées à outrance pour alimenter les fourneaux en charbon de bois. Le rythme de travail passa de l'artisanat de précision à l'épuisement industriel continu. Le problème n'était pas seulement de fondre l'acier à un rythme effréné, le problème était de maintenir la doctrine de standardisation. Les contrôleurs militaires, autrefois intraitables sur les tolérances géométriques de Gribeauval, durent faire des compromis atroces entre la perfection théorique exigée par le modèle 1777 et la nécessité vitale d'envoyer des armes aux frontières de l'Est. La qualité de finition baissait inévitablement. Les bois des crosses étaient en effet parfois moins secs, les ajustages moins fluides, mais le volume industriel explosait. Charleville n'était plus une simple usine. Elle était devenue le poumon d'acier de la République, un gigantesque atelier à ciel ouvert dans la vallée de la Meuse, crachant la fumée jour et nuit. Des milliers de fusils sortaient chaque mois pour armer l'armée de Sambre-et-Meuse, l'armée du Rhin et l'armée d'Italie. Ce miracle industriel de survie républicaine marquait l'apogée de sa capacité de production sous la contrainte absolue. La manufacture avait tenu bon. Mais le jeune général corse qui s'illustrait alors en Italie n'avait aucune intention de s'arrêter à la défense du territoire. Il allait bientôt exiger de Charleville un effort de production impériale d'une toute autre échelle. L'avènement du consulat, puis du Premier Empire sous Napoléon Bonaparte, propulsa la manufacture de Charleville dans une dimension que l'industrie française n'avait jamais connue. L'empereur ne se contentait pas de faire la guerre. Il l'industrialisait à l'échelle d'un continent. Pour soutenir ces campagnes incessantes de l'Espagne jusqu'aux plaines glacées de la Russie, il fallait une machinerie d'approvisionnement, le flux logistique constant de matériel et de munitions vers les troupes en campagne, qui ne pouvaient tolérer aucune interruption. C'est dans ce contexte de mobilisation perpétuelle que le ministère de la Guerre exigea une évolution du célèbre modèle 1777. En 1800, la France adopta le fusil d'infanterie modèle de l'an 9. Il ne s'agissait pas d'une révolution mécanique, mais d'une optimisation purement industrielle. L'objectif institutionnel n'était plus seulement d'améliorer la précision, mais de simplifier drastiquement la fabrication pour augmenter les cadences. Certaines garnitures en fer furent redessinées, les ressorts de la platine furent renforcés et les tolérances furent très légèrement adaptées pour permettre aux ouvriers de produire plus vite, sans sacrifier la standardisation fondamentale de Gribeauval. Charleville devint le cœur absolu de ce complexe militaro-industriel impérial. La ville d'armes ardennaise ne travaillait plus seule. Elle servait de modèle de référence pour tout un réseau de manufactures d'État, de Saint-Étienne à Tulle, et même jusqu'aux manufactures impériales établies dans les territoires de conquis, comme à Turin ou à Liège. Mais le poinçon de Charleville restait le standard d'or de l'artillerie française. Le destin de l'Empire ne se jouait pas seulement sur les cartes d'état-major. Il se forgeait dans le bruit assourdissant des martinets hydrauliques, dans la chaleur des hauts fourneaux et sous les limes des ajusteurs sur les rives de la Meuse. L'ampleur de la production atteignit des sommets vertigineux. Les registres historiques de l'armement et les estimations du secteur suggèrent qu'au plus fort de l'épopée napoléonienne, la manufacture ardennaise et ses ateliers satellites parvenaient à produire plusieurs dizaines de milliers d'armes par an, des centaines de milliers de fusils modèle 1777 modifiés. En eux-mêmes sortirent des forges pour rejoindre les immenses parcs d'artillerie, les dépôts de Strasbourg ou de Mayence et les râteliers des casernes parisiennes.
Le sommet culturel et institutionnel de cette arme fut sans doute le camp de Boulogne, puis l'écrasante victoire d'Austerlitz en 1805. Lors de ces campagnes, le fusil de Charleville n'était plus un simple outil. Il était devenu le prolongement physique de la doctrine offensive française. Il incarnait la capacité de l'État à imposer une logistique unifiée où chaque cartouche distribuée par les fourgons impériaux s'insérait parfaitement dans chaque chambre de fusil, peu importe si l'arme avait été forgée 5 ans plus tôt ou la semaine précédente. L'arme avait conquis l'Europe. Le système d'inspection ardennais avait prouvé sa supériorité. Mais c'est précisément au sommet de cette gloire impériale qu'une fissure systémique commença à apparaître. Une force silencieuse, invisible sur les plans de fabrication, se préparait à détruire l'institution ardennaise. Cette force n'était ni un défaut métallurgique, ni une concurrence étrangère, mais la géographie elle-même. En 1814, l'impensable se produisit. Après le désastre de la campagne de Russie et la défaite de Leipzig, la Grande Armée reculait. Les troupes de la 6e coalition franchirent les frontières de la France. Soudain, l'emplacement de Charleville, autrefois idéal pour ses forêts et son minerai, devint un cauchemar stratégique pour le ministère de la Guerre. La manufacture se trouvait à seulement quelques dizaines de kilomètres des lignes ennemies. Le cœur industriel de la France était exposé, vulnérable et impossible à défendre sur le long terme. Les troupes prussiennes et russes menaçaient directement les forges qui alimentèrent la résistance française. La manufacture produisait encore frénétiquement. Ses ouvriers maîtrisaient leur art mieux que jamais. Le marquage d'inspection restait une promesse de qualité inégalée. Mais l'époque qui avait rendu cette implantation nécessaire reculait à grands pas. L'arme ardennaise avait trouvé sa place absolue dans l'histoire mondiale. Le système d'État qui devait la soutenir, terrifié par la fragilité de ses propres frontières, commençait déjà à rédiger son arrêt de mort. L'effondrement de la manufacture royale de Charleville ne commença pas par une obsolescence technologique, ni par une baisse de la qualité de ses forges. Il commença par une carte d'état-major posée sur un bureau du ministère de la Guerre, à Paris, au lendemain des guerres napoléoniennes. La chute du Premier Empire en 1814, suivie du bref sursaut des 100 jours et du désastre final de Waterloo en 1815, provoqua un séisme doctrinal absolu au sein du haut commandement français. Pour la première fois depuis des générations, le territoire national avait été massivement envahi. Les armées de la 6e et de la 7e coalition, des troupes prussiennes, russes et autrichiennes, avaient balayé les frontières du Nord-Est et pénétré profondément dans le pays. C'est lors de ces invasions que la vulnérabilité géographique de Charleville éclata au grand jour. La ville et ses ateliers se trouvaient littéralement sur l'axe de progression des armées ennemies. La région des Ardennes, qui offrait autrefois un sanctuaire naturel de forêts et de rivières idéal pour l'industrie lourde, s'était transformée en un piège stratégique mortel. En 1815, les troupes étrangères occupèrent la région. Le cœur de la production d'armement de la France, l'usine même qui définissait les standards de la souveraineté militaire, se retrouva à la merci d'une avant-garde de cavalerie prussienne. Pour le comité d'artillerie, l'institution militaire chargée de concevoir et de superviser les programmes d'armement, un processus institutionnel visant à définir, tester, produire ou acheter une arme, la leçon fut d'une brutalité glaciale. Une nation souveraine ne pouvait pas maintenir sa principale manufacture d'armes à quelques dizaines de kilomètres d'une frontière indéfendable. Ce constat implacable enclencha la 5e grande force de destruction industrielle, la restructuration étatique motivée par la peur. La tragédie de Charleville résidait dans un paradoxe insoutenable. L'outil industriel fonctionnait encore parfaitement, mais le système institutionnel autour de lui décidait secrètement de son obsolescence. Sous la Restauration, le roi Louis XVIII et ses ministres durent réorganiser la défense nationale. Le fusil modèle 1777, légèrement modifié en modèle 1816 puis en modèle 1822, restait l'arme de dotation standard de l'infanterie française. Les platineurs de Nouzon et les canonniers de Mohon continuaient de limer, d'ajuster et d'éprouver les canons avec la même rigueur héritée du système Gribeauval. Le marquage de Charleville conservait toute son autorité sur les râteliers des casernes. Mais dans les bureaux parisiens, le budget de la manufacture était déjà sur le point d'être détourné. La première véritable fracture systémique apparut en 1819. Cette année-là, le ministère de la Guerre prit une décision qui signait,
en filigrane l'arrêt de mort à long terme de l'arsenal ardennais. L'État décida de fonder une toute nouvelle usine, la manufacture d'armes de Châtellerault, située dans le département de la Vienne, au centre-ouest de la France. Le choix de Châtellerault n'avait rien d'un hasard. La ville était éloignée de toutes les frontières terrestres dangereuses. Elle était protégée par la profondeur du territoire national. Châtellerault fut conçu dès le premier jour comme l'anti-Charleville. Un arsenal géographiquement sécurisé, bâti pour prendre le relais de la production si les Ardennes venaient à tomber. Ce déplacement industriel fut ressenti presque immédiatement dans les vallées de la Meuse. Bien que Charleville reçût encore des commandes pour produire le fusil modèle 1822, les volumes commencèrent à stagner puis à s'éroder. L'État français refusait désormais d'investir massivement dans la modernisation des infrastructures ardennaises. Les directeurs d'artillerie affectés à la manufacture comprenaient que leur mission n'était plus de développer l'usine, mais de maintenir un outil de production sous perfusion, tout en préparant discrètement la transition. Pour les milliers d'ouvriers, la réalité de cette lente asphyxie administrative se manifestait par des détails quotidiens. Les commandes de charbon de bois baissaient, les apprentis étaient moins nombreux à être embauchés dans les forges. Les contrôleurs militaires se montraient d'une rigidité presque absurde lors des inspections, rejetant des pièces pour des détails infimes, non pas pour améliorer la qualité, mais parce que le ministère n'avait plus besoin d'un volume de production aussi élevé. L'arsenal de Tulle et la grande manufacture de Saint-Étienne absorbaient progressivement les parts de production que Charleville perdait. La ville d'Armes sentait que son époque touchait à sa fin. Le lien sacré entre la manufacture et l'État, forgé en 1667 par Colbert et glorifié par les guerres napoléoniennes, était en train de se dissoudre. Les artisans ardennais possédaient toujours le savoir-faire. Leurs canons résistaient toujours à l'épreuve de la poudre noire. Leurs platines fonctionnaient toujours avec une précision horlogère. Le problème n'était pas la métallurgie. Le problème était l'évolution inexorable de la doctrine de défense nationale, qui considérait désormais cette ville comme un risque inacceptable. L'outil de souveraineté était devenu une faiblesse stratégique. Le déclin aurait pu s'étirer encore sur des décennies, se transformant en une lente agonie industrielle. L'usine produisait encore. Les cheminées fumaient encore faiblement. Mais un changement politique majeur à Paris allait précipiter la fin, transformant cette lente érosion en une liquidation totale et définitive. Au début des années 1830, sous la monarchie de Juillet, la sentence informelle qui planait sur la région des Ardennes depuis la chute de Napoléon se transforma en une politique d'État implacable et assumée. La doctrine de défense nationale française avait définitivement intégré une nouvelle règle spatiale inébranlable. Aucun équipement militaire vital ne devait être produit à moins de plusieurs jours de marche d'une frontière terrestre. Pour la manufacture de Charleville, cette évolution de la pensée stratégique n'était plus une simple contrainte budgétaire passagère, c'était un arrêt de mort institutionnel pur et simple. Le coup de grâce officiel tomba en 1835. Le ministère de la Guerre publia l'ordonnance actant la fermeture définitive de la manufacture royale d'armes de Charleville, dont l'exécution totale fut fixée à l'année 1836. Il est crucial de comprendre la nature exacte de cet effondrement. Ce n'était pas une faillite commerciale due à une mauvaise gestion locale ou à un manque de commandes civiles. Ce n'était pas un échec technologique, car les armes à silex ardennaises restèrent d'une fiabilité absolue, et le fusil modèle 1822 continuait d'équiper l'ensemble de l'infanterie de ligne. C'était l'application froide, mathématique et calculée de la 5e grande force de destruction des armes françaises, une restructuration étatique où la sécurité géographique primait sur un siècle et demi d'héritage historique. L'État français ne se contenta pas de fermer les lourdes portes en bois de l'usine et de licencier le personnel. Il organisa un démantèlement méthodique, une véritable ablation industrielle destinée à sauver l'outil tout en sacrifiant le site. Les contrôleurs militaires, qui autrefois arpentaient les ateliers pour vérifier la courbure d'un chien ou le diamètre interne d'un canon, furent soudainement chargés d'inventorier les machines pour préparer leur exil. Les lourds martinets hydrauliques, les enclumes séculaires usées par des millions de frappes, les gabarits de vérification métrologique, l'outillage de précision, et même les immenses stocks de pièces détachées furent démontés, mis en caisse et chargés sur des barges fluviales ou de lourds chariots. La destination de ce butin de fer et d'acier était claire.
L'essentiel de la machinerie et des futures commandes gouvernementales fut transféré vers la manufacture d'armes de Châtellerault, la nouvelle forteresse industrielle en développement dans le centre-ouest de la France, ainsi que vers la manufacture d'armes de Tulle, nichée dans les vallées protectrices du Massif central. Ces arsenaux d'État, situés loin des voies d'invasion, absorbaient la mécanique des Ardennes pour garantir la continuité du programme d'armement national à l'abri des canons prussiens. Pour la main-d'œuvre locale, la décision ministérielle fut un cataclysme social d'une ampleur inédite. La fermeture ne détruisait pas seulement des emplois individuels, elle effaçait un écosystème régional tout entier. Depuis 1867, les villages autour de Charleville, comme Nouzan et Mohon, vivaient exclusivement au rythme des commandes royales, républicaines, puis impériales. Des générations entières de platineurs, d'ajusteurs, de polisseurs et de canonniers avaient transmis leurs gestes de père en fils. Soudain, le système leur posait un ultimatum brutal, l'exode industriel ou la misère locale. Le ministère de la Guerre, conscient qu'il ne pouvait pas relancer la production à Châtellerault et à Tulle avec des machines seules, offrit à une partie des ouvriers les plus qualifiés la possibilité d'être mutés. Plusieurs centaines d'artisans ardennais durent à faire un choix déchirant. Emballer leurs outils personnels et quitter définitivement la vallée de la Meuse pour s'installer à des centaines de kilomètres, emportant avec eux le savoir-faire indispensable à la transition de l'État. Mais pour la majorité des travailleurs, ceux qui ne pouvaient pas partir, les apprentis ou ceux qui refusaient d'abandonner leur terre natale, la fermeture signifiait l'abandon pur et simple. Les forgerons durent se reconvertir dans la clouterie, la boulonnerie ou la petite métallurgie civile pour survivre. Les immenses bâtiments de la manufacture furent progressivement vendus par l'administration, réaffectés à d'autres usages civils ou laissés à l'abandon. L'ironie de ce démantèlement fut que l'État découvrit rapidement qu'on ne déplace pas un siècle et demi de culture industrielle organique dans de simples caisses en bois. À Châtellerault, les premières années de production post-transfert furent marquées par des retards d'approvisionnement et des difficultés d'ajustage, prouvant à quel point le miracle de la standardisation reposait intimement sur la mémoire musculaire des ouvriers laissés derrière dans les Ardennes. Le paradoxe institutionnel atteignit son paroxysme dans les années qui suiviront la fermeture. Alors même que les derniers feux s'éteignaient à Charleville, les fusils modèle 1777 modifiés et les modèles 1822 qui y avaient été forgés continuaient de combattre. Ils étaient dans les mains des soldats français participant aux premières expéditions militaires en Algérie. Ils dormaient par dizaines de milliers dans les arsenaux et les réserves stratégiques de l'armée, prêts à équiper la garde nationale. L'objet physique fonctionnait encore parfaitement, mais le système physique qu'il avait engendré était délibérément effacé de la carte. En 1836, la transition administrative fut officiellement achevée. L'inspection militaire quitta définitivement la ville, emportant avec elle le droit d'imprimer la marque de la nation sur le métal. L'arsenal ardennais, qui avait armé les guerres d'indépendance américaines, défendu la révolution face à l'Europe coalisée et équipé la grande armée jusqu'aux portes de Moscou, fut rayé des registres de la production de guerre. Ce qui avait commencé sous l'impulsion de Colbert par la centralisation ambitieuse d'une volonté d'État, s'achevait par l'effacement administratif pur et simple de cette même volonté. La production s'est arrêtée, les martinets se sont tus, les ouvriers sont partis, les forges ont refroidi, les machines ont voyagé, la course est vidée, l'État a tourné le dos, le poinçon a disparu. L'arsenal est devenu une adresse. La mort physique de la manufacture royale d'armes de Charleville, décrétée par l'État français en 1836, fut d'une efficacité redoutable. En l'espace de quelques mois, la machinerie lourde qui avait forgé l'Empire disparut des vallées ardennaises. L'institution fut démembrée, son outillage dispersé entre Châtellerault et Tulle, et son personnel qualifié contraint à l'exil ou à l'abandon. Cependant, si l'usine cessa d'exister en tant que réalité de briques et d'acier, le nom de Charleville, lui, refusa de mourir. Il subit une résurrection paradoxale. Affranchi de son lieu de production physique, il devint un concept, un standard et finalement une légende. Aujourd'hui, l'héritage de cette cité armurière ne réside plus dans la capacité de ses hauts fourneaux, mais dans le silence respectueux des musées, des salles d'archives et des collections privées. La communauté de la préservation historique,
qu'elle soit institutionnelle ou portée par des passionnés de l'Empire, considère le fusil modèle 1777 et ses variantes ardennaises non pas comme de simples objets anciens, mais comme les reliques fondatrices de la modernité industrielle. Au musée de l'armée, sous les voûtes des Invalides à Paris ou dans les réserves du service historique de la Défense, ces armes sont étudiées avec une minutie qui rappelle presque celle des anciens contrôleurs royaux. Les conservateurs ne s'intéressent pas à la violence de ces armes, mais à ce qu'elles racontent de l'État qui les a conçues. Une platine à silex ardennaise, avec son bassinet en laiton conçu pour résister à l'acidité destructrice de la poudre noire, est un livre ouvert sur l'ingénierie du XVIIIe siècle. Les collectionneurs traquent les poinçons d'inspection, ces petites lettres frappées dans le métal qui certifient qu'un canon a passé l'épreuve de tir réglementaire, ou qu'une crosse en noyer a été approuvée par un officier d'artillerie. Ce marché de l'antiquité militaire, strictement encadré et totalement détaché de toute utilisation opérationnelle moderne, maintient en vie la mémoire des platineurs de Nouzon et des canonniers de Mohone. Mais pourquoi le modèle 1777 originel conserve-t-il une telle importance historique, bien au-delà du simple cercle des amateurs d'histoire militaire? Parce que la manufacture de Charleville fut le laboratoire du premier grand bouleversement conceptuel de l'industrie humaine, l'interchangeabilité des pièces. Avant que la révolution industrielle ne mécanise le monde avec la vapeur, l'arsenal ardennais, sous l'impulsion du système Griboval, tentait déjà de plier la matière à des normes mathématiques absolues. Charleville fut l'endroit où la France décida qu'un mécanisme complexe pouvait être divisé en tâches simples, mesurables et reproductibles à l'infini. Le fusil réglementaire n'était pas seulement un outil de dotation, c'était la preuve tangible que l'État pouvait imposer un standard géométrique strict à l'artisanat humain. Sur le site physique aujourd'hui, dans la région de Charleville-Mézières, les cicatrices de cette épopée industrielle colossale sont presque invisibles pour l'œil non averti. Il ne reste que quelques bâtiments reconvertis, des tracés de canaux, d'anciennes forges englouties par la végétation ou remplacées par d'autres usines métallurgiques civiles au fil du 19e et du 20e siècle. L'emplacement exact où des dizaines de milliers d'armes furent emballées pour armer la République face à l'Europe coalisée n'est plus qu'un morceau de tissu urbain ordinaire. L'oubli architectural est presque total. La géographie qui avait fait naître la manufacture a fini par absorber ses ruines après l'avoir condamnée. C'est ici qu'intervient une note de bas de page historique fascinante, une ironie que le ministère de la guerre de 1836 ne pouvait pas concevoir. Alors même que la France détruisait méthodiquement Charleville par peur de la vulnérabilité de ses frontières, de l'autre côté de l'océan Atlantique, les États-Unis d'Amérique gravaient ce modèle dans le marbre de leur propre souveraineté industrielle. Le jeune arsenal national américain, la Springfield Armory, utilisa le fusil modèle 1777 de Charleville, reçu pendant la guerre d'indépendance, comme patron direct pour concevoir son premier fusil réglementaire officiel, le Springfield Model 1795. L'architecture, la doctrine d'inspection et les dimensions mêmes de l'arme ardennaise furent copiées et perpétuées par l'industrie américaine pendant des décennies. L'État français avait fermé la source, mais le courant continuait de couler à des milliers de kilomètres de là. L'histoire de la manufacture royale d'armes de Charleville est une leçon philosophique brutale sur la nature de la puissance étatique. Elle nous rappelle qu'une manufacture d'armes n'est jamais vraiment protégée par la qualité de son acier ou par l'excellence de ses artisans. Le pacte entre une usine et une nation est purement conditionnel. La France avait exigé de ses vallées ardennaises qu'elle forge son indépendance, qu'elles arment ses révolutions et qu'elles soutiennent le poids logistique d'un empire s'étendant de Madrid à Moscou. Les ouvriers avaient tenu cette promesse. Mais lorsque la ligne sur la carte a bougé, lorsque la doctrine d'invasion a changé, l'État n'a montré aucune gratitude envers le berceau de sa propre puissance. L'excellence technique n'a pas pu sauver Charleville de la géographie. Le système a absorbé les machines et effacé la ville de ses registres militaires. Le silence est retombé sur les rives de la Meuse. Mais aujourd'hui encore, derrière une vitrine du musée de l'armée, sous la lumière froide et contrôlée de l'exposition, une fine gravure cursive sur une platine en acier poli reste parfaitement lisible, portant fièrement les mots « Manufacture royale de Charleville », comme si l'ultime inspecteur venait tout juste d'y apposer sa marque. À très bientôt pour la prochaine histoire.